Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le rôti fumait encore sur la table quand c'est arrivé. L'odeur du thym et de l'ail flottait dans l'air, se mêlant aux notes sucrées de la tarte aux pommes que j'avais préparée plus tôt dans la matinée. J'avais mis tout mon cœur à la préparer, comme chaque dimanche, pensant que, malgré les tensions, la nourriture pourrait, ne serait-ce qu'un instant, réunir les cœurs. La table était joliment dressée, comme si c'était un jour spécial. Les bougies vacillaient doucement, projetant une lumière dorée sur la vaisselle blanche et dorée que je leur avais offerte pour leur mariage. Je me souvenais encore du sourire de Rachel lorsqu'elle avait ouvert ce cadeau, il y a 8 ans. C'était l'un des rares moments où j'avais vu ma fille vraiment heureuse, rayonnante. Aujourd'hui, cette même vaisselle brillait sous la lumière douce de la suspension, mais son éclat contrastait cruellement avec l'ambiance glaciale qui allait s'abattre. Daniel, mon petit-fils, assis à ma droite, mordillait tranquillement son pain à l'ail. Ses petites jambes balançaient sous la chaise, insouciantes, innocentes. Son rire quelques minutes plus tôt, lorsqu'il m'avait raconté une blague apprise à l'école, résonnait encore dans ma mémoire comme une douce berceuse. Ce rire allait s'éteindre brutalement. Et moi, Margaret Thompson, 68 ans, mère de 2 enfants, veuve depuis 9 ans, j'étais venue avec le cœur plein. Plein d'espoir, plein d'amour, malgré tout. J'étais fatiguée, oui, mais heureuse de les voir. Je ne demandais rien de plus qu'un peu de chaleur, un peu d'attention. J'étais leur mère, leur grand-mère. J'étais censée avoir une place à cette table. Mais en un instant, cette place allait m'être arrachée. Rachel. Ma fille. Ma seule fille. Elle s'est levée brusquement. Le tintement brutal de sa fourchette contre l'assiette a retenti comme un avertissement. Et puis elle a crié. Tu es un fardeau pour notre famille, va-t'en. Ces mots ont fendu l'air comme un couteau. J'ai senti mon souffle se bloquer. Le silence est tombé immédiatement, lourd, écrasant. Même Daniel, du haut de ses 8 ans, a cessé de mâcher, figé, les yeux grands ouverts. Son regard oscillait entre sa mère et moi, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Il ne comprenait pas, mais il sentait que quelque chose de grave venait de s'effondrer. Marc, mon gendre, assis en face, a baissé la tête. Visiblement mal à l'aise. Il n'a pas levé les yeux. Pas un mot, pas un geste. Son silence était une trahison muette, mais claire. Je suis restée là, quelques secondes, sans bouger. Mon cœur battait plus fort que jamais. Pas de colère. Juste de la douleur. Une douleur sourde, profonde, comme une trahison qu'on n'ose pas encore croire réelle. Je me suis levée lentement. Très lentement. Chaque mouvement semblait peser une tonne. Je me suis appuyée sur le dossier de la chaise pour ne pas chanceler. Mes mains tremblaient légèrement, mais je me suis forcée à les garder stables. Ma dignité était tout ce qu'il me restait à cet instant. Rachel, je suis désolée que tu ressentes cela, ai-je dit calmement, d'une voix presque étrangère. Mais sache que jamais je n'aurais imaginé entendre ces mots de ta bouche. Elle a croisé les bras. Son visage était fermé. Glacial. Il n'y avait plus d'amour dans son regard. Seulement de la fatigue, ou du dédain. Tu vis chez nous depuis trop longtemps, maman. On a besoin d'espace. D'intimité. D'air. On a nos vies. Et toi, tu es là, toujours là. C'est pesant. J'ai senti mes entrailles se contracter. Ce n'était pas juste un rejet. C'était une sentence. Un effacement. Je me suis tournée vers Daniel, qui n'avait toujours pas bougé. Il avait les larmes aux yeux. Il ne comprenait pas pourquoi sa mamie se faisait mettre dehors. Je me suis penchée doucement et j'ai posé ma main sur sa joue. Tu es un bon garçon, mon cœur. N'oublie jamais d'honorer les gens qui t'aiment, même quand ils ne sont pas parfaits. Je lui ai souri, du mieux que je pouvais. Mais une larme a glissé malgré moi. Je ne l'ai pas essuyée. Je voulais qu'elle reste. Qu'elle dise ce que moi je n'avais plus la force de dire. Je me suis redressée. Mon regard a parcouru une dernière fois cette table, ces visages, cette maison que j'avais contribué à construire, à maintenir. Et puis,
J'ai attrapé mon manteau, suspendu à l'entrée. Personne n'a bougé. Personne n'a tenté de me retenir. Même pas elle. Je suis retournée dans ma chambre, au sous-sol. Celle que Mark avait retapée pour moi à la mort de mon mari, John. Une petite pièce en contrebas, au bout d'un escalier étroit qui grinçait toujours à la 4e marche. Une chambre modeste, mais pleine de mon histoire. J'y avais trouvé refuge après cette douloureuse perte, quand l'ombre du deuil pesait trop lourd pour que je reste seule dans notre vieille maison vide. Ici, j'avais recréé un semblant de cocon. Les murs, d'un beige pâle, étaient décorés de quelques cadres, des photos de John et moi lors de notre voyage à Yellowstone, une vieille photo de Rachel enfant tenant un chien trop grand pour elle, et un dessin de Daniel qu'il m'avait offert à Noël, un soleil jaune à visage souriant, avec « Je t'aime mamie » écrit maladroitement au feutre. La commode, un meuble en bois sombre un peu usé, abritait mes robes pliées avec soin, mes châles tricotés, mes lettres anciennes. Au-dessus, une petite lampe vintage diffusait une lumière dorée et rassurante. Une bougie parfumée à la lavande, presque consumée, traînait sur le rebord de la fenêtre. Et sur la table de chevet, la Bible de mon mari, celle qu'il lisait chaque soir, posée à la page du psaume 27. Je ne l'avais jamais déplacée. Ce soir-là pourtant, cette chambre ne m'a pas réconfortée. Elle ne m'a pas enveloppée comme d'habitude. Elle m'a semblé soudain trop petite. Trop basse. Trop étouffante. L'écho de la phrase de Rachel résonnait encore dans ma tête comme un glas. Tu es un fardeau pour notre famille. Je suis restée debout un long moment, les bras ballants, les yeux fixés sur le lit. Ce lit où je priais chaque soir. Où je parlais à mon défunt mari dans le silence de mes pensées. Ce lit où j'avais espéré être encore un peu chez moi, même dans l'ombre. Mais ce soir-là, j'ai compris. J'ai compris que je n'étais plus chez moi. Que même mon silence pesait à leur bonheur. Que mon amour, pourtant discret, était devenu trop visible pour ceux qui avaient cessé de le voir. Alors j'ai ouvert la vieille valise noire au fond du placard. Celle que j'avais utilisée pour mon voyage en Floride, bien des années plus tôt. Elle sentait encore le lin. J'ai commencé à plier mes robes, une à une. Les plus simples. Les plus sobres. J'ai laissé les colorer. Je ne voulais pas me faire remarquer. Je voulais juste partir, dignement. J'ai glissé mes albums photos dans un sac à main large, en les enveloppant de mon pull préféré. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était toute ma mémoire. Chaque page contenait une partie de moi que je refusais d'abandonner. J'ai rangé quelques livres Léo de Hurlevent, une prière pour Owen, Maya Angelou, ceux qui m'avaient soutenu quand personne d'autre ne le pouvait. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Mes yeux étaient secs, comme figés dans la glace. Je me sentais vidée. Silencieuse à l'intérieur. Pas brisée. Pas encore. Mais déliée. Détachée. Comme si un fil s'était rompu, discrètement. Avant de partir, je me suis assise sur le bord du lit. J'ai pris un papier simple, blanc, que je gardais pour écrire des listes de courses. J'ai hésité, le stylo tremblait un peu dans ma main. Puis j'ai écrit. Je pars. Pas parce que je suis un fardeau. Mais parce que je mérite mieux que le silence, l'indifférence et l'ingratitude. Maman. Je l'ai laissé sur l'oreiller, soigneusement posé. Pas froissé. Pas en colère. Juste, clair. J'ai regardé une dernière fois autour de moi. Cette chambre qui avait été un abri était désormais un rappel. Un rappel que même les refuges peuvent devenir des prisons, quand ceux que l'on aime ferment les portes de leur cœur. Je suis montée lentement les escaliers. J'ai entendu la télévision dans le salon. Des rires. Des voix. Personne ne m'a arrêté. Je suis sortie. La nuit était froide, mais étonnamment paisible. L'air frais m'a frappé au visage comme une gifle douce, vivifiante. Et je me suis dit, en fermant le portail derrière moi. Je suis peut-être seule ce soir. Mais je suis encore debout. Et libre. Une semaine plus tard, après quelques appels et une recommandation d'une ancienne voisine, j'ai trouvé une place à Willow-Pinet, une résidence pour aînés autonome située à 15 minutes du centre-ville. Ce n'était pas un palace,
ni une maison de retraite figée dans le silence, mais un lieu modeste et chaleureux, où les couloirs sentaient la cannelle et les draps propres. Ma chambre était au 2e étage. Petite, mais lumineuse. Il y avait un lit simple, un fauteuil moelleux près de la fenêtre, une étagère en bois clair pour mes livres, et un petit balcon. De là, je pouvais voir les érables danser doucement au vent, et les écureuils sauter de branche en branche dans une chorégraphie que seul l'automne pouvait offrir. Et surtout, il y avait la paix. Pas le silence pesant de l'oubli, non. Mais une paix choisie. Une paix qui s'installait doucement, comme une couverture qu'on déploie sur des années de fatigue. Ici, personne ne me demandait de me faire petite, de me taire, ou de ne pas déranger. Je n'étais ni un poids, ni un fardeau. J'étais simplement Margaret. Mais le premier mois a été rude. Les soirées étaient longues, presque interminables. L'horloge semblait avancer à contretemps, et chaque tic-tac me rappelait que j'étais seule. Le lit, si vaste sans le souffle régulier de John, paraissait glacé, même sous 2 couvertures. Mes pensées prenaient trop de place. Elles me ramenaient sans cesse à Rachel, à Daniel, au dîner, à cette phrase qui tournait encore dans ma tête comme une ritournelle cruelle. Chaque repas pris seul à la cafétéria me replongeait dans mes souvenirs. Je voyais la main de John qui versait le café, le rire de Rachel petite, les dessins de Daniel sur le frigo. Ces souvenirs n'étaient pas méchants, mais ils mordaient parfois, quand la nostalgie devenait trop lourde. Je parlais peu, au début. Je m'asseyais près de la fenêtre avec un livre que je ne lisais pas vraiment. J'écoutais les voix au loin, les chariots qu'on poussait dans les couloirs, les éclats de rire d'autres pensionnaires, et je me demandais si un jour, je rirais encore moi aussi. Et puis, un jeudi après-midi, alors que je rentrais de la bibliothèque du centre avec un roman de Toni Morrison sous le bras, une résidente m'a abordée dans l'ascenseur. Caroline. Elle portait un pull mauve brodé, ses cheveux gris relevés dans un chignon un peu trop serré, et un sourire franc. « Vous êtes nouvelle, pas vrai ? Moi, c'est Caroline. J'organise un atelier de poterie dans la salle commune. Vous devriez venir. Ça fait du bien aux mains, et à l'âme. » Je me suis contentée de sourire poliment. Je n'étais pas sûre d'avoir envie de faire des bols en terre cuite. Mais le lendemain, j'y suis allée. Juste pour regarder. Caroline m'a tendu un bloc d'argile et a dit doucement. Parfois, il suffit d'appuyer un peu, et ça reprend forme. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai malaxé cette terre avec une douceur que je ne savais plus avoir. Et j'y ai vu une métaphore. Plus tard, j'ai rencontré Hélène, une veuve joyeuse à l'humour piquant. Elle m'a proposé une partie de Scrabble comme on vous tend une corde quand vous êtes sur le point de sombrer. Vous avez l'air trop intelligente pour rester seule, m'a-t-elle lancé en riant. Venez me battre, ça me changera de ce vieux Franck. En moins de 2 mois, je faisais partie d'un petit cercle de femmes solides, abîmées parfois, mais toujours debout. On riait fort, sans retenue. On pleurait parfois aussi, sans honte. Dans ce groupe, je me suis sentie autorisée à être faible, et aimée quand même. Puis, un matin, la directrice du centre, Ms. Brin, une femme douce aux yeux pâles et aux gestes lents, m'a appelée dans son bureau. Margaret, on lance un programme d'atelier intitulé « Parler pour guérir ». On veut ouvrir un cercle de parole pour les résidentes. Vous avez une force tranquille en vous. Accepteriez-vous d'ouvrir le premier cercle en racontant votre histoire ? J'ai été prise de court. Moi ? Je ne suis ni psychologue, ni oratrice. Je ne suis qu'une vieille femme qui a été trop souvent mise de côté. Mais peut-être que justement, c'est ce qui comptait. J'ai accepté. Ce jour-là, je me suis assise devant une dizaine de femmes, la voix un peu tremblante. Certaines tricotaient, d'autres buvaient du thé. Toutes s'attendaient. Alors j'ai parlé. J'ai raconté ce soir-là. Le dîner. Les bougies. Le rôti. Le silence après les mots. La valise. Le mot sur l'oreiller. Quand j'ai évoqué cette phrase, « Tu es un fardeau pour notre famille », plusieurs femmes ont baissé la tête. L'une d'elles a essuyé une larme. Une autre s'est rapprochée et m'a pris la main, sans un mot. Et puis une jeune bénévole, assise au fond, m'a demandé d'une voix timide. « Et depuis, Madame Thompson ? Que s'est-il passé, pour vous ?
Je me suis tournée vers elle. Mon regard ne tremblait plus. Depuis, j'apprends à me choisir. À ne plus attendre des autres ce qu'ils ne savent pas donner. J'ai longtemps cru que l'amour venait avec l'effacement. Mais aujourd'hui, j'apprends que mon existence seule suffit. Et j'enseigne aux autres qu'on peut renaître, même après avoir été brisé par ceux qu'on a le plus aimés. Le silence qui a suivi n'était plus vide. Il était rempli d'acceptation, de reconnaissance et d'une étrange beauté. Un matin d'hiver, le ciel était d'un gris uniforme, presque métallique, et un léger brouillard flottait au-dessus des érables dénudés devant Milopiné. La neige de la veille crissait encore sous les pas des aides-soignants qui circulaient dans les allées. Le silence de l'aube avait quelque chose de solennel. J'étais en train de boire un café noir dans la salle commune, assise dans le fauteuil près de la baie vitrée, emmitouflée dans mon châle bleu marine que Daniel m'avait offert pour mon dernier anniversaire passé avec eux. C'est là que Ms. Brin, la directrice, s'est approchée doucement. Dans ses mains, une enveloppe crème, un peu gondolée sur les bords par l'humidité. Elle me l'a tendue avec un sourire presque maternel. Une lettre pour vous, Margaret. Arrivée ce matin. J'ai reconnu l'écriture dès l'instant où mes yeux se sont posés sur l'enveloppe. Fine, irrégulière, tremblante. Pas comme celle des cartes d'anniversaire autrefois, où Rachel écrivait « Love you mom » en lettres rondes et vives. Non. Cette écriture-là semblait fatiguée. Peut-être même trempée de larmes. L'adresse au dos, celle de leur maison. Ma maison aussi, autrefois. Mes doigts ont tremblé légèrement en l'ouvrant. Le papier à l'intérieur était simple, sans ornement. Mais chaque mot qu'il portait avait le poids d'un monde. Maman, je ne sais pas comment te demander pardon. J'étais épuisée, égoïste, et aveuglée par ma propre douleur. J'ai dit des choses que je regrette chaque jour. Daniel me demande pourquoi tu ne viens plus. Il dit que la maison est trop silencieuse sans toi. Je ne sais pas quoi lui répondre. Est-ce qu'on peut te revoir? Même juste une fois. Pour parler. Pour te serrer dans les bras. Ou seulement pour t'écouter. Je ne mérite peut-être pas ta présence, mais j'en ai besoin. Rachel. Je suis restée figée, la lettre dans les mains. Les mots semblaient flotter encore dans l'air, comme un parfum ancien retrouvé par hasard. J'ai serré la lettre contre mon cœur. Instinctivement. Comme on serre un enfant qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Mon cœur battait fort, mais il n'y avait ni colère, ni vengeance. Juste une tristesse calme, mélangée à un amour ancien qu'aucune blessure n'avait su effacer complètement. J'ai fermé les yeux. Des images sont revenues. Rachel enfant, courant dans le jardin, les genoux écorchés, riant à gorge déployée. Rachel adolescente, me regardant avec dégoût, en pleine crise, mais toujours là pour me demander des conseils en cachette. Rachel adulte, les traits durs, le regard trop pressé, le cœur fatigué de sa propre vie. Et cette nuit-là, cette phrase-là, « Tu es un fardeau pour notre famille ». J'ai respiré profondément. Une fois. 2 fois. Le froid de l'hiver dehors semblait moins mordant que cette lettre entre mes doigts. Mais dans ce froid, il y avait quelque chose d'autre. Un appel. Un frisson d'humanité. Un battement faible, mais sincère. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai relue plusieurs fois, cette lettre. En silence. En la posant sur ma table de nuit. En la relisant au réveil, comme une prière. Chaque mot me rappelait que parfois, les plus grandes blessures viennent de ceux qu'on aime, mais aussi que les plus beaux gestes peuvent venir de ceux qu'on croyait perdus. J'ai fini par glisser la lettre dans ma Bible, entre le psaume 27 et une photo de John. Comme un signe, comme un lien. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré. Pas de douleur. Pas de colère. Des larmes douces. Des larmes d'espoir. Je suis retournée un dimanche, comme elle l'avait demandé dans sa lettre. Le ciel était pâle, encore lavé de la pluie de la veille. Les arbres devant la maison de Rachel avaient perdu presque toutes leurs feuilles, ne gardant que des branches nues tendues vers le ciel, comme des bras fatigués. J'avais pris le bus. Je voulais réfléchir durant le trajet. Pas me précipiter. Pas arriver chargé de colère ou d'attente. Une visite courte,
m'étais-je dit. Sans promesse. J'avais dans mon sac un petit pot de confiture maison, que j'avais préparé avec les prunes du jardin communautaire de Willow-Pinet. Ce n'était pas un cadeau spectaculaire. Juste un symbole. Quelque chose de doux, d'artisanal, d'offert. Quand j'ai descendu du trottoir et posé le pied sur l'allée de la maison, mes jambes ont fléchi légèrement. Un frisson m'a parcouru. Je me suis arrêté une seconde. Respiré. Puis j'ai sonné. Marc a ouvert. Il n'avait pas beaucoup changé. Toujours cette stature droite, ses lunettes cerclées de métal. Mais il y avait quelque chose de différent. Son regard. Il était embué, lourd de fatigue et de remords. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il a juste hoché la tête, comme pour dire « merci d'être venu ». J'ai avancé dans l'entrée. L'odeur de la maison m'a immédiatement submergée, celle du pain grillé, du désinfectant, et d'un léger parfum de lavande, celui que Rachel utilisait depuis l'adolescence. Chaque meuble, chaque photo accrochée au mur me ramenait à un temps où j'étais la bienvenue ici. Où j'étais, chez moi. Elle m'attendait dans le salon. Debout. Raide. Silencieuse. Elle portait un vieux pull que je lui avais offert des années plus tôt, bien avant le conflit. Ses cheveux étaient attachés à la va-vite, et son visage était gonflé, marqué par les larmes. Son regard s'est posé sur moi, fragile, incertain. Elle a ouvert la bouche. Maman. Mais je ne l'ai pas laissé finir. Je n'ai pas eu besoin de mots. Je me suis avancée, doucement, et je l'ai prise dans mes bras. Sans condition. Sans défense. Sans attendre d'excuses. Et là, elle s'est effondrée. Son corps s'est affaissé contre le mien comme un château de cartes sous la pluie. Elle pleurait comme une enfant perdue. Elle répétait, presque en boucle, d'une voix étranglée. Je t'ai blessé si profondément. Je ne mérite pas ton pardon. Je ne mérite pas ton amour. Je l'ai tenue fermement, comme j'avais l'habitude de le faire lorsqu'elle faisait des cauchemars, petite. Je caressais doucement ses cheveux, comme une berceuse muette. Le pardon ne se mérite pas, Rachel, ai-je murmuré. Il se donne. Parce qu'il libère celui qui le donne, autant que celui qui le reçoit. Elle a tremblé, longuement. Puis elle s'est reculée, essuyant ses larmes d'un revers de manche. Elle n'osait pas me regarder dans les yeux. Il y avait encore tant de honte dans son silence. Mais dans ce silence, il y avait aussi une porte entr'ouverte. Et c'est à ce moment-là que Daniel a surgi. Il descendait les escaliers, pieds nus, encore en pyjama bleu à motif de fusée. Lorsqu'il m'a aperçu, il a écarquillé les yeux, puis a couru à toute vitesse vers moi. « Tu m'as manqué, mamie !» cria-t-il en se jetant dans mes bras. Je l'ai serré fort. Si fort. Je sentais son petit cœur battre contre ma poitrine. « Toi aussi, mon trésor !» ai-je soufflé. Tellement. Il a levé les yeux vers moi, inquiet. « Tu vas rester ?» Je me suis accroupie à sa hauteur, pris son visage entre mes mains. « Non, mon cœur. Pas pour toujours. Mais je reviendrai. Et tu sauras toujours où me trouver. Je vis toujours à Willow-Pinet. Je ne suis pas retournée vivre chez Rachel. Pas parce que je ne l'aime plus. Mais parce que j'ai appris à aimer aussi mon propre espace, ma propre paix. Je vais leur rendre visite parfois. Nous reconstruisons quelque chose. Ce n'est pas parfait. Ce ne le sera jamais. Mais c'est réel, et c'est lentement sincère. Rachel m'écrit de petits mots. Parfois, elle me téléphone. Elle m'a demandé un jour si je lui en voulais encore. Je lui ai répondu. Il y a des blessures qu'on n'oublie pas. Mais il y a aussi des chemins qu'on décide de reprendre ensemble, pas à pas. Et chaque fois que j'interviens dans un cercle de paroles, je dis ceci, les yeux dans les yeux de ces femmes cabossées par la vie. Ne laissez jamais quelqu'un définir votre valeur. Même si cette personne partage votre sang. Vous êtes plus que ce qu'on vous a fait. Vous êtes plus que les mots qu'on vous a criés. Vous êtes encore debout. Et ça, c'est déjà une victoire.